Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Docteur Jean-François Mayer, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. C'est une chance d'avoir un homme spécialisé aussi dans tout ce qui est religieux. Et notre thématique de ce jour, laïcité et religion, les limites d'une cohabitation ou prémices d'une autre étape religieuse. Il faut bien préciser à notre auditoire que Dr Jean-François Mayer est chercheur en histoire des civilisations à l'université Lyon 2. Il a eu sa thèse, je crois, en 1988, si je ne me trompe pas. 84. 84. Mais en fait, je ne suis plus aujourd'hui chercheur à l'université de Lyon, mais j'ai eu le plaisir de faire mes études dans cette ville et de bénéficier d'enseignements dans le domaine de l'histoire religieuse, en effet. Et vous gérez un site qui est de taille, une institution qui s'appelle Religioscope, à l'adresse www.religion.info. C'est un site d'information indépendant sur les facteurs religieux dans le monde contemporain et qui s'efforce de fournir à ses lecteurs avant tout des clés pour comprendre. Très souvent, quand on aborde les questions religieuses, il y a une tentation prescriptive. On dit aux gens ce qu'ils doivent penser. Je pars du principe que les lecteurs sont assez intelligents pour se faire une idée par eux-mêmes et qu'ils ont le droit d'avoir un certain nombre d'informations, de clés, d'éclairage pour comprendre. Donc il s'agit d'un site d'information indépendant et non confessionnel sur les facteurs religieux dans le monde contemporain. C'est l'objectif pour notre émission et votre intervention de ce jour. Est-ce que tout simplement la laïcité et les religieux puissent vivre encore ou cohabiter encore davantage avec ce qui est en train de se passer comme fait religieux et aussi cette relance de la religion à travers le monde, mais cette laïcité qui est récente, est-ce qu'il est en train de vivre ses limites ou bien il est temps de la renouveler et de la mettre à jour par rapport à l'évolution aussi de la religion? Oui, alors je pense que vous me posez la question surtout par rapport au contexte français. Il faut bien rappeler... Plutôt mondial. Voilà, mondial en même temps, mais pourquoi est-ce que je souligne la nature française? C'est que le terme même de laïcité, c'est essentiellement un terme qui est né d'une matrice française, d'un contexte historique français particulier, et même si le terme a été adopté dans un certain nombre d'autres pays, il peut aussi recouvrir des réalités différentes. Par exemple, un pays qui a adopté le terme laïcité à l'époque de l'instauration de la République a été la Turquie, mais évidemment la laïcité turque n'est pas exactement la même chose que la laïcité française. Exactement. Dans un pays comme la Suisse, puisque je suis suisse, je vis en Suisse, et d'un canton à l'autre, la réalité n'est pas la même. Et la laïcité en France même, nous le savons bien, peut faire l'objet d'interprétations très variables qui peuvent aller d'une laïcité engagée, voire militante, qui est très méfiante face aux religions, jusqu'à des interprétations d'une laïcité qui est avant tout la gestion du pluralisme religieux dans l'espace contemporain. Donc il faut toujours faire attention parce que quand on parle de laïcité, la question c'est de savoir
ce qu'on met derrière cette étiquette, quelle est la réalité, et évidemment, il y a parfois des ambiguïtés parce que dans un débat, tout le monde n'entend pas la laïcité de la même façon. Mais c'est vrai qu'en France, notamment, ce qui est frappant, il y a une enquête il y a quelques mois qui a été faite et qui montre un attachement assez profond, assez large de la population française au principe de laïcité dans l'esprit avant tout d'une gestion de cette pluralité religieuse et d'une possibilité à toute personne, que ces options soient religieuses ou non religieuses, de vivre ensemble. Ça, c'était un petit peu ce qui ressortait principalement de ce sondage. Qu'un État utilise le terme, le mot de laïcité ou non, il se trouve, en tout cas face à une réalité, c'est celle d'une diversification de la situation religieuse. Nous avons vécu pendant longtemps dans des sociétés en Europe qui étaient très homogènes. Il y avait peut-être une, deux religions, peut-être quelques minorités, et puis une large part de la population croyante. Mais aujourd'hui, nous avons deux phénomènes. C'est d'une part, sur le plan religieux, des populations beaucoup plus diverses, pas simplement sur le plan des origines nationales, mais sur le plan des appartenances religieuses, beaucoup plus diverses. Et puis, d'autre part, la montée d'une partie importante de la population qui n'a plus de croyance, d'appartenance, d'affiliation religieuse. Alors cela peut recouvrir différentes attitudes, cela peut aller d'un indifférentisme religieux jusqu'à une position réellement de rejet de toute forme de la religion. Et ça a aussi des implications dans la gestion du religieux dans l'espace contemporain, parce que jusqu'à une époque récente, la plupart des habitants de nos pays avaient eu familialement, culturellement, une expérience religieuse d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, nous avons une part croissante de la population qui n'a même plus cette expérience religieuse. Il y a un livre qui vient de paraître et que je n'ai pas encore reçu sur les valeurs des Français dirigé par Pierre Bréchon aux presses universitaires de Grenoble, qui souligne qu'aujourd'hui, par exemple, 20% de la population française n'a plus la moindre empreinte religieuse à un moment de son existence, en particulier parmi les jeunes. Alors, donc, ça signifie qu'il va y avoir non seulement cette question de la gestion d'une variété religieuse dans la société contemporaine, mais aussi de le faire dans un contexte où une part de la population est aussi dans une certaine ignorance du religieux. Écoutez, certainement, il y a une perte aussi de valeur qui accompagne cette notion de perte de notion religieuse par rapport à des jeunes, et c'est le cas pas que en France, qu'on soit clair, il est un peu ailleurs, et tout ça est en relation, bien entendu, avec les moyens de communication, avec d'autres valeurs qui naissent, donc des valeurs qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont rien à voir non plus avec la laïcité. Ça, c'est très important à le signaler. Et le risque, c'est que tout simplement, on se trouve perdu dans un monde multipolaire. Il y a un pôle religieux, il y a un pôle laïque, un pôle populiste qui croit à rien, qui croit à l'identité tout court. Et ça dans une Europe qui est en mouvement, dans une Europe qui pose un problème vis-à-vis de son maintien en tant qu'Europe unie. Et ça, on verra bien. Et ça, on verra bien d'ici le 26, comme vous le savez. Bien sûr. Et bien sûr, ce que vous évoquez ici, c'est aussi ce que Jérôme Fourquet, dans son dernier livre, montre de façon assez frappante pour la France, cette idée d'un archipel français, c'est-à-dire de sociétés de plus en plus avec des éléments qui ne sont pas toujours autant en communication sur le plan social, ça peut être sur d'autres plans également, ne sont plus autant en communication qu'ils l'ont été par le passé. Alors évidemment, la question du religieux spécifiquement dans ce contexte, c'est de savoir quel va être également son rôle social. Parce qu'on vit un peu aujourd'hui dans des contextes laïcisés, un peu dans l'illusion que la religion, ça se limiterait à des croyances privées, et puis que tout ce qui dépasserait cette dimension privée du religieux est potentiellement perturbateur. Mais dans la pratique,
n'importe quelle personne qui a étudié les religions sait bien qu'une croyance religieuse personnelle intense, elle va au-delà de simplement des convictions privées, elle va s'exprimer de façon diverse, et des façons qui d'ailleurs socialement seront très bien acceptées quand il s'agit, par exemple, d'actions charitables. N'oublions pas, par exemple, le rôle dans différentes sociétés considérables qu'ont joué des religions dans des domaines sociaux, dans des domaines éducatifs, etc. Mais évidemment, ça peut être aussi sur le plan de valeurs, et là, il peut y avoir, bien sûr, des tensions. Et donc, par rapport à cela, il y a plusieurs attitudes possibles de la part d'un État. Il peut y avoir une attitude d'ouverture bienveillante en disant, mais finalement, ces idéaux religieux, ils ont peut-être aussi quelque chose à dire à nos sociétés. Et il peut y avoir une attitude de méfiance, de crainte, ce qui montre bien d'ailleurs au passage, quand on voit qu'il y a quand même des lois spécifiques par rapport aux religions, qu'il y a ces principes de laïcité qui sont ancrés dans différents pays, ce qui montre bien qu'on n'a pas affaire à des associations comme des autres. Les États savent bien qu'on ne peut pas traiter le religieux comme on traiterait une association de boulistes ou de pêcheurs à la ligne. Ça relève quand même d'impératifs profonds, beaucoup plus profonds, qui engagent les existences. Donc c'est une approche plutôt politique de la religion. Et bien sûr, mais il y a une approche politique de la religion aussi, et c'est normal pour une simple raison, c'est qu'au fil de l'histoire, les religions et les sociétés, les États, ont un enchevêtrement de relations. Nous le voyons encore quand il s'agit, par exemple, de l'incendie récent de Notre-Dame qui a attiré l'attention du monde entier. Eh bien voilà, on a là une cathédrale qui est mise à disposition du culte catholique, mais qui est en même temps propriété de l'État. On voit comment c'est le cas de nombreuses cathédrales en France qui, par suite des lois de 1905, sont, disons, propriété de l'État tout en étant mise à disposition du culte catholique. C'est un cas, c'est une simple petite illustration, mais frappante, de cet enchevêtrement résultant d'une histoire entre des religions et des États. Et donc, à ce titre, bien sûr, il est tout à fait compréhensible que des États s'y intéressent, que des États s'intéressent aux religions, bien sûr aussi pour d'autres raisons, parce qu'il y a parfois, dans des États séculiers, la crainte, en quelque sorte, que ces religions aient une influence trop importante à leurs yeux, et on voit assez facilement aussi surgir un certain nombre de fantasmes, il faut bien le dire, à ce sujet. Évidemment, retour du religieux, moi je me méfie toujours beaucoup quand on parle de retour du religieux. Le religieux n'était jamais parti, il avait toujours été là. Il peut prendre des formes diverses et des affirmations diverses selon les périodes, mais ce que je vois avant tout dans l'espace contemporain, ce sont des courants contradictoires et parallèles. C'est vrai qu'il y a une réaffirmation de certaines formes religieuses, parfois même très militantes, mais en même temps, il y a cette croissance considérable de l'indifférence religieuse ou de la non-appartenance religieuse. On ne peut pas voir une sorte de sens unique de l'évolution des sociétés. Nos sociétés sont traversées par des courants contradictoires, et puis nécessairement, parfois, là, il va y avoir parfois des heurts, il va y avoir des négociations, il va y avoir des débats. Parfois, c'est excessif. J'oublie le nom de ce prêtre qui appelle à la guerre sainte chrétienne contre les musulmans. Et j'oublie le nom parce que sincèrement, je l'ai vu dans une vidéo qui appelle à combattre l'ensemble des musulmans qui se trouvent en Europe, mais parfois il y a d'autres qui appellent au meurtre. Et ça, c'est un peu excessif et trop excessif comme demande à des prêtres qui osent parler de ça. Et bien entendu, on voit ça quelque part, c'est comme une image par rapport à ce qu'ils prétendent. C'est Daeshoua, cet État islamique, tout le monde parle même sur la même corde, donc ils sont en train de parler de la même chose sur un niveau un peu quand même qui est loin de ce qu'on appelle le vivre ensemble et en même temps vivre pour un monde meilleur. Mais il y a une question qui m'interpelle parce que vous êtes suisse.
M. Mayer. La Suisse a opté, surtout un canton de la Suisse a opté pour la laïcité. C'est le canton de Genève, si je ne me trompe pas. Est-ce que oui, tout à fait. Il y a une nouvelle loi sur la laïcité qui a récemment été adoptée dans le canton de Genève, en effet. Oui, exactement. Est-ce que la laïcité française a traversé les frontières? Vous savez, il faut dire que le canton de Genève est un des 2 cantons suisses qui a un principe de laïcité qui est inscrit dans sa constitution. Et le canton de Genève a adopté déjà ce principe de laïcité il y a un siècle, et évidemment c'est un canton qui est nécessairement influencé aussi par les débats français. Il ne faut pas oublier que la porosité entre Genève et la France est considérable, donc bien sûr que les débats français influencent aussi ce qui se passe à Genève. Alors c'est un cas intéressant, cette nouvelle loi sur la laïcité qui vient d'être adoptée par le canton de Genève, parce que d'une part, elle ancre aussi la présence des religions dans l'espace public. Par exemple, la loi prévoit qu'il est possible pour les autorités d'avoir tout à fait officiellement un dialogue avec les groupes religieux. Elle ne l'impose pas, mais elle le prévoit. La loi permet aussi, sous certaines conditions, à l'État de prélever pour le compte des groupes religieux un impôt ecclésiastique facultatif, c'est-à-dire les gens qui le souhaitent pourraient, par l'État, comme ils le font déjà pour l'Église catholique, pour l'Église réformée, on envisage dans le canton de Genève d'étendre cette possibilité à d'autres communautés religieuses. C'est assez remarquable d'un certain point de vue quand on pense que Genève aujourd'hui, il y a plus de 40% de personnes sans appartenance religieuse dans le canton. Donc cette loi a été plutôt bienvenue de la part des groupes religieux historiques, puisque d'une certaine façon, tout en ouvrant certaines possibilités à de nouveaux groupes religieux, elle ancre aussi leur présence, leur rôle, leur place dans la société. Mais il y a eu d'autres aspects de la loi qui ont été plus controversés, notamment un aspect qui a été introduit non pas dans le projet original de la loi, mais dans le cadre des débats au Parlement cantonal, c'est l'interdiction du port de signes religieux, non seulement aux fonctionnaires, mais également aux élus. C'est-à-dire qu'un député au Parlement cantonal ou dans une assemblée communale du canton de Genève ne pourrait plus arborer un signe religieux. Et il y a un seul cas pour l'instant dans le canton de Genève, c'est celui d'une élue musulmane qui porte un foulard. Alors pour l'instant, on a admis que les recours déposés sur ce point avaient un effet suspensif, donc cet élu peut provisoirement toujours siéger. Mais là, effectivement, on a eu un point, disons, controversé et assez curieux, parce que c'est vrai que, après tout, quelqu'un qui est élu avec un signe religieux, on peut partir du principe que cette personne est élue parce que des électeurs ne sont absolument pas dérangés par cela et se sentent même peut-être aussi représentés par ces signes religieux. Et cela montre, dès qu'on commence à gérer ces relations entre religion et État, comment les choses deviennent compliquées, surtout quand on change de registre. Parce que vous voyez, il y a pour moi 2 registres. Il y a le registre de gérer les relations entre l'État et des communautés religieuses. C'est en quelque sorte des composantes de la société qui sont appelées à dialoguer. Mais ici, on passe vers des prescriptions de comportement individuel. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Et cela, il faut bien le dire, ça se situe tout simplement dans le cadre, le contexte d'une négociation de longue haleine entre une société et ses différentes composantes. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est quelque chose qui peut évidemment être ressenti comme potentiellement discriminant par certaines composantes religieuses. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les églises historiques réformées et catholiques qui ont soutenu la loi, par ailleurs, sont tout à fait favorables au recours sur ces points précis concernant les signes d'appartenance religieuse.
C'est pas tout à fait le cas ici en France, comme vous le savez. Hein, l'histoire, voilà, donc l'histoire du port de signes religieux est gérée par des lois. Mais j'ai une dernière question, si vous le permettez, mais qui concerne un petit peu l'intellectuel que vous êtes. Est-ce que, selon vous, nous vivons une période plutôt transitoire entre l'intellectuel du passé et celui qui va venir à l'avenir avec cette montée d'un nouveau mode de vie, d'une autre façon, peut-être à nos yeux, l'ancienne génération, c'est un mode de vie qui est chaotique, qui posera des problèmes, mais est-ce que selon vous, c'est la fin d'une période et on rentre dans une deuxième période et est-ce qu'il est temps de s'adapter ou bien il y a encore matière de résistance pour développer la culture, parce que sans culture, il n'y a rien qui peut avancer dans n'importe quel pays. Est-ce que c'est jouable ou pas? Écoutez, vous posez une question là qui dépasse de loin, je pense, mes compétences. Quand vous m'appelez ou vous me proposez de défendre la culture, bien sûr que c'est important. Quand vous me parlez de transition, je dirais qu'il n'y a aucune période qui ait été une période de stabilité absolue. Mais vous avez absolument raison de souligner que la période dans laquelle nous nous trouvons est une période probablement où la rapidité, la vitesse des changements, l'instantanéité des communications cause une accélération sans précédent. Là, vous avez tout à fait raison de le dire. Et donc, la question dans tout cela, c'est à la fois que ça nous offre un accès sans précédent aussi à des ressources culturelles, qui est absolument phénoménal, mais c'est aussi la submersion et le problème de créer, disons, un cadre intellectuel solide qui permette de gérer aussi ces flux considérables d'informations, de données qui viennent de toutes parts, de développer un esprit critique, et pour moi dire esprit critique ne dit pas du tout esprit sceptique, mais un esprit critique pour pouvoir justement gérer, ordonner l'information, ordonner les connaissances qui nous sont offertes, et pour cela, évidemment, je crois que la base reste encore celle d'une solide éducation sur des bases assez classiques qui nous forment non seulement comme techniquement compétents dans des domaines, mais qui nous forment comme intellectuellement qualifiés pour gérer cette incroyable masse d'informations à laquelle nous devons faire face, et puis aussi l'incroyable diffusion d'idées venant de toutes sortes de secteurs. Parce que n'oublions pas que, notamment avec la révolution Internet, chacun est devenu potentiellement un producteur d'informations. Avant, la plupart d'entre nous, nous étions surtout des consommateurs d'informations. Il y avait des médias établis, n'importe qui ne pouvait pas communiquer massivement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, sans qualification particulière, réussissent, à partir du moment où ils ont un mode de communication qui est attrayant pour un secteur du public, ils réussissent à avoir une audience assez large. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un contexte de transition rapide. Vers quoi cela nous mène? Je n'en sais rien, parce qu'il y a différents domaines qu'il faut prendre en compte, et rien que les conséquences que cela peut avoir sur le plan de notre perception du religieux sont aussi bien sûr considérables. Il y a des changements anthropologiques documentés qui sont en train de se produire très, très rapidement. Alors je dirais qu'à la fois pour l'observateur du fait religieux, des faits sociaux en général, c'est absolument passionnant, mais c'est vrai, vous avez raison que ça suscite des questions en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que personne, disons, souhaitant contribuer à la société. Et là, la formation, une formation solide reste absolument irremplaçable et plus nécessaire que jamais, au-delà des aspects purement techniques. Donc c'est un leurre, si grosso modo, si je comprends un petit peu cette transition, donc ce n'est pas aussi sûr et certain qu'il y aura une transition pure et simple sur un nouveau monde, hein, malgré ce qu'on entend parler
de droite comme de gauche, hein, donc avec les interventions sous forme de tweet de M. le Président Trump et d'autres, comme vous le savez. Donc, oui. Moi, ce qui m'interpelle en toute sincérité, oui. Est-ce que nous avons une part de responsabilité autant que intellectuels, hommes de médias, politiques ou autres, ce qui est en train de se passer ou qui risque de se passer d'une manière très dangereuse dans le futur proche? Nous avons la responsabilité, à mon avis, en tant peut-être qu'intellectuels, d'avoir aussi cette capacité à prendre de la distance par rapport à l'émotionnalité des événements au quotidien. Cette capacité à essayer d'aller un peu au-dessus du débat. Je crois que l'intellectuel, le chercheur, pour remplir pleinement son rôle, n'a pas nécessairement à être avant tout un débatteur polémiste. Tout cela, pour moi, est d'un assez faible intérêt. C'est de fournir des éclairages, d'essayer de permettre d'aller un peu plus à fond dans la compréhension des sociétés. Pour moi, je dois dire que je prends toujours plaisir à lire, par exemple, un texte, une analyse intéressante, bien documentée, bien argumentée, même d'une personne dont peut-être je ne partage pas les idées, mais dont j'ai l'impression qu'elle m'aide à mieux comprendre le monde qui m'entoure. Et c'est cela avant tout. C'est une question de qualité du débat, d'un débat qui n'est pas simplement un débat spectacle. Pour moi, le débat spectacle n'a pas d'intérêt, mais c'est cette qualité du débat à laquelle, à mon sens, les intellectuels devraient contribuer. Heureusement, il y en a qui le font. Il y a dans des pays comme la France, dans les autres pays européens, des chercheurs, des intellectuels qui fournissent réellement des contributions de qualité. Il suffit d'ailleurs d'entrer dans une librairie pour voir que, à côté d'une production parfois de courte durée, éphémère, il y a une extraordinaire production de qualité, d'analyse, de réflexion qui permettent de nourrir ce débat. Là encore, c'est le paradoxe. Nous n'avons jamais eu accès à autant de ressources. La question est de savoir ce que nous en faisons. Justement, et comme conclusion, il y a aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a aussi des intellectuels de médias, de ce que vous êtes en train de dire, hein, des intellectuels de flash, hein, et de scoop, hein, donc, et ça pose un réel problème à ces vrais intellectuels, hein. Quelques-uns qui les appellent les intellectuels de l'ombre, mais il est temps que nos intellectuels de l'ombre se mettent à jour parce que c'est une histoire de génération et d'éducation sur un niveau plus large. Monsieur Jean-François Mayer, fondateur de l'Institut Religieux Scope, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant qui a fait une analyse transversale entre ce qu'on a parlé de la laïcité et les religions, mais aussi votre vision en tant qu'intellectuel. Merci d'avoir clarifié avec nous ces trois thématiques. J'invite mes auditeurs de visiter le site www.mayer.info/. C'est un site personnel qui est riche de beaucoup d'enseignements. Merci infiniment, monsieur Jean-François Mayer. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli et bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.